Ici le compteur. Ferme doucement les yeux. Laisse ton souffle ralentir, ton esprit s'alléger. Ce soir, je vais te raconter une histoire vraie, une épopée céleste, un voyage qui a commencé dans le silence de la terre et s'est terminé dans le silence plus vaste encore de la lune, l'histoire d'un petit pas pour l'homme et d'un bond de géant pour l'humanité. Mais avant le pas, avant la lune, avant les étoiles, il y avait des hommes, des rêves et un monde qui regardait le ciel avec impatience. Laisse-toi porter, je vais t'emmener là-haut, là où 3 hommes ont quitté la terre, pour ne plus jamais être les mêmes. Dans le silence des nuits d'été, il y a parfois une étoile qui file, une lumière brève qui traverse le ciel. Et pendant un instant, on oublie tout, on lève les yeux, on suit cette lueur passagère et on rêve. Depuis la nuit des temps, les hommes regardent les étoiles, non pour ce qu'elles sont, mais pour ce qu'elles représentent. L'infini, l'ailleurs, le mystère. Dans les contes anciens, les dieux habitent les cieux. Dans les légendes, les héros montent au firmament. Et dans les esprits modernes, la lune devient une destination. Mais ce rêve ancien, ce désir d'aller là-haut, de quitter la terre pour rejoindre les étoiles, a longtemps été un rêve interdit, jusqu'à ce que la science le rattrape, jusqu'à ce que les hommes construisent des fusées capables de transpercer le ciel. Le XXe siècle est un siècle de contrastes. C'est le siècle des progrès les plus fulgurants et des destructions les plus terribles. 2 guerres mondiales ont déchiré la planète. Des nations entières ont été bouleversées, reconstruites, redessinées. Mais dans le feu de ces conflits, une nouvelle forme de technologie a vu le jour. Des moteurs plus puissants, des avions plus rapides, des bombes plus destructrices. Et parmi ces inventions, il y a une innovation qui va tout changer, la fusée. Née pour la guerre, elle deviendra l'outil du rêve. Car ce qui peut porter une bombe à des milliers de kilomètres peut un jour porter un homme au-delà de l'atmosphère. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, 2 puissances émergent. Les États-Unis d'un côté, l'Union soviétique de l'autre. 2 géants idéologiques, 2 systèmes, 2 ambitions, et une rivalité qui ne va cesser de grandir. C'est ce que l'histoire appellera la guerre froide. Une guerre sans batailles officielles, mais avec des tensions constantes, des menaces silencieuses, des défis permanents. Dans ce contexte, la conquête de l'espace devient un terrain de compétition. Celui qui maîtrisera le ciel contrôlera non seulement l'espace, mais aussi l'imaginaire des peuples. Le premier coup de théâtre survient en 1957. Un objet minuscule, de la taille d'un ballon, s'élève dans le ciel. Il s'appelle Spoutnik. Il tourne autour de la Terre à une vitesse vertigineuse, émettant un bip régulier, presque ironique. Le monde entier l'entend. L'Amérique le redoute. C'est le premier satellite artificiel. L'Union soviétique vient d'ouvrir une porte que personne n'avait encore franchie. Le ciel n'est plus vierge. Il est conquis. La réaction américaine est immédiate. La peur s'installe. La presse s'agite. Les scientifiques s'activent. Il faut répondre. Il faut rattraper le retard. En 1958, les États-Unis créent une agence nouvelle. Une agence dédiée à l'espace, à la recherche, à l'exploration. Elle s'appelle la NASA. Derrière ces 4 lettres simples se cache un projet gigantesque. Il faut imaginer, concevoir, construire. Il faut inventer des matériaux, des protocoles, des techniques. Et surtout, il faut rêver. Mais rêver avec rigueur. La science doit rencontrer la poésie. L'ingénierie doit servir l'impossible. Pendant ce temps, les soviétiques continuent d'avancer. En 1961, ils frappent un nouveau coup. Youri Gagarin devient le premier être humain à voyager dans l'espace. Il fait un tour complet autour de la Terre.
Son sourire rayonne sur toutes les affiches. Sa voix résonne. La Terre est bleue. Une phrase simple, presque anodine, mais d'une portée infinie. Pour la première fois, un homme a vu notre planète de loin. Il a quitté son berceau, et ce geste bouleverse tout. Aux États-Unis, le choc est profond. Mais la réponse ne tarde pas. Quelques semaines plus tard, le président John Fitzgerald Kennedy prononce un discours qui entre dans l'histoire. Face au Congrès où il déclare « Nous choisissons d'aller sur la Lune, pas parce que c'est facile, mais parce que c'est difficile, parce que ce défi nous permet de mobiliser le meilleur de nous-mêmes, parce qu'il nous pousse à apprendre, à créer, à oser. Ce discours, c'est une promesse, une déclaration de foi en l'humanité, un cap, et ce cap devient l'objectif officiel de la NASA. Poser un homme sur la Lune avant la fin de la décennie. Ce défi immense porte un nom, Apollo. Le programme Apollo est un projet colossal. Jamais l'humanité n'a entrepris une entreprise aussi complexe. Il faut tout créer, tout inventer. Il faut imaginer des capsules capables de résister à l'entrée dans l'atmosphère. Il faut développer des moteurs capables de quitter l'orbite terrestre. Il faut penser aux moindres détails, la température, le carburant, l'oxygène, les communications. Rien ne peut être laissé au hasard, car dans l'espace, l'erreur ne pardonne pas. Les premières missions s'enchaînent, Mercury d'abord, puis Gemini. Chaque vol est une leçon, chaque mission prépare la suivante. Les astronautes apprennent à vivre dans l'espace, à se déplacer, à réparer. Ils testent les limites du corps humain, ils repoussent les frontières du possible. Et pendant ce temps, les ingénieurs construisent ce qui sera la colonne vertébrale du rêve, la fusée Saturne V. Saturne V est une merveille d'ingénierie. Haute de plus de 110 mètres, elle pèse plus de 2000 tonnes. C'est un géant de métal. Lorsqu'elle s'élèvera, elle déchaînera une puissance inouïe, une poussée capable d'arracher des vies humaines à la gravité terrestre. Chaque étage est un miracle technologique. Chaque seconde de vol est calculée avec une précision extrême. Mais le chemin n'est pas sans douleur. En 1967, un drame frappe la NASA. 3 astronautes meurent dans l'incendie de la capsule Apollo 1, un court-circuit, une atmosphère purement oxygénée, une trappe impossible à ouvrir rapidement. En quelques secondes, la cabine devient un piège. Gus Grissom, Ed White, Roger Chaffee, 3 noms gravés à jamais dans l'histoire. Leur mort bouleverse l'agence, mais elle ne l'arrête pas. Au contraire, chaque erreur devient une leçon, chaque défaut est corrigé, chaque procédure est renforcée. Peu à peu, le programme Apollo progresse. Apollo 7 teste la nouvelle capsule en orbite terrestre. Apollo 8 réalise une prouesse, le premier vol habité autour de la Lune. Les images de la Terre se levant au-dessus de l'horizon lunaire bouleversent le monde entier. Apollo 9 vérifie le fonctionnement du module lunaire. Apollo 10 effectue une répétition générale. Il descend jusqu'à 15 km de la surface, puis remonte. Tout est prêt. Le monde entier regarde. Le monde entier attend. Nous sommes en juillet 1969. La fusée est en place. Les 3 astronautes sont choisis. Neil Armstrong, Buzz Aldrin, Michael Collins. 3 hommes calmes, préparés, méthodiques. 3 hommes qui s'apprêtent à devenir les symboles d'une espèce entière. Une espèce qui ose quitter sa planète natale pour voir ce qu'il y a de l'autre côté du silence. Le matin du 16 juillet 1969, la Floride s'éveille dans une lumière blanche et chaude. Au centre spatial Kennedy, les oiseaux s'envolent au-dessus des marais, les palmiers frémissent dans le vent léger et l'air est chargé de tension. La fusée Saturne V est là, dressée sur son pas de tir, gigantesque, immobile. Elle semble endormie. Et pourtant, dans ses flancs métalliques,
Un feu s'apprête à naître, un feu qui emportera 3 hommes dans un voyage que l'humanité n'a encore jamais accompli. La fusée est si grande qu'on ne la regarde pas, on la contemple. Elle domine l'horizon comme un monument à la folie des hommes, à leur génie, à leur capacité à rêver. Elle est blanche, lisse, élégante. Elle repose sur une plateforme rouge, entourée de bras mécaniques, de câbles, de passerelles. Elle attend. Les 3 astronautes, eux, sont déjà en route. Ils montent lentement dans un camion blanc, le regard calme, les gestes mesurés. Sur leur combinaison spatiale, un drapeau américain est cousu à l'épaule. Le silence règne dans leurs esprits, même si autour d'eux, le monde entier est suspendu à leurs pas. Armstrong, Aldrin et Collins montent un à un dans l'ascenseur qui les élève jusqu'au sommet de la fusée. Là-haut, à plus de 100 mètres du sol, ils entrent dans la capsule. Ils s'installent, s'attachent, se concentrent. À l'extérieur, les ingénieurs vérifient chaque procédure. Les contrôleurs au sol parlent d'une voix basse, professionnelle, rythmée par le langage codé des opérations spatiales. Le compte à rebours défile, lentement, irrémédiablement. Et puis, à 9h32, heure locale, la voix calme de la salle de contrôle annonce « Allumage ». Une seconde plus tard, un grondement surgit, profond, organique, comme si la terre elle-même retenait son souffle. La fusée s'ébranle, lentement d'abord, comme si elle hésitait, puis elle s'élève. En quelques secondes, elle quitte le sol, emportant avec elle les 3 astronautes, emportant avec elle les espoirs de millions d'êtres humains. Le ciel bleu de Floride se déchire sous la poussée des moteurs. Un panache de flammes s'étire sur des kilomètres, et sur terre les regards suivent cette traînée lumineuse qui monte, monte, jusqu'à devenir un point minuscule. À l'intérieur de la capsule, les 3 hommes ressentent la pression de l'accélération. Leur corps est plaqué contre les sièges. Le vacarme est total. Tout vibre, mais tout est sous contrôle. Chaque étape du vol est surveillée. La séparation des étages, la mise en orbite, l'orientation du module. En quelques minutes, Apollo 11 est en orbite terrestre. Les moteurs s'éteignent, le silence revient et les astronautes flottent. Ils regardent par le hublot. Là, en dessous, la Terre défile, immense, ronde, bleutée, vivante. L'aventure commence vraiment ici. Après une orbite complète autour de la planète, un dernier allumage est effectué. C'est la mise en route du moteur principal pour quitter la Terre. On appelle cela la Translunar Injection. À cet instant précis, les 3 hommes ne tournent plus autour du monde. Ils le quittent. Leur destination est à plus de 380 000 kilomètres. Et pendant 3 jours, ils vont voyager dans le vide absolu. Le vaisseau spatial Apollo est composé de 3 parties. Le module de commande, où vivent les astronautes, petite capsule conique. Le module de service qui contient les moteurs et les systèmes essentiels. Et enfin, le module lunaire, replié comme une fleur fermée, qu'on appelle Eagle. Pendant le voyage, ces 3 éléments restent assemblés. À l'intérieur, la vie est rythmée par les tâches quotidiennes. Les astronautes surveillent les instruments, effectuent des mesures, mangent des repas lyophilisés, enregistrent des messages. Ils dorment dans des sacs de couchage, flottant légèrement, bercés par le silence cosmique. L'espace est confiné, il fait froid, l'air est sec. Il n'y a pas d'odeur, ou presque, juste celle du métal, du plastique, de la sueur. Au dehors, c'est le néant. Aucune atmosphère, aucun bruit, aucun repère. La Terre s'éloigne lentement derrière eux. La Lune, elle, grandit. À travers les hublots, elle devient de plus en plus nette.
D'abord une tache grise, puis une sphère parsemée de cratères, de plaines, de reliefs. Elle semble suspendue dans le vide, morte, silencieuse, inerte. Et pourtant, elle attire, appelle, comme si elle savait que des visiteurs allaient bientôt poser leurs pas sur son sol. Pendant ces 3 jours de trajet, les astronautes enregistrent des messages pour la Terre. Le monde entier les écoute. Les radios diffusent leurs voix. Les enfants les dessinent. Les adultes les suivent. Les prières montent dans toutes les langues. Et dans les rues de toutes les villes, on parle de la Lune, de ces 3 hommes minuscules dans leur vaisseau, portés par la volonté de toute une civilisation. Ce ne sont plus seulement des Américains, ce sont des humains, des ambassadeurs de l'espèce humaine, des voyageurs de l'impossible. À l'approche de la Lune, une manœuvre délicate est effectuée. Le module lunaire Eagle est extrait de son compartiment. Les 2 astronautes qui vont descendre sur la Lune, Neil Armstrong et Buzz Aldrin, s'y installent. Michael Collins, lui, reste dans le module de commande. Il tournera seul autour de la Lune, veillant à la manœuvre de retour. Le détachement du module lunaire est silencieux, lent. Les 2 véhicules se séparent comme 2 bateaux dans un océan noir. Et Eagle commence sa descente. La manœuvre est complexe. Le module doit freiner, s'orienter, corriger sa trajectoire en temps réel. Le sol lunaire approche. À bord, Armstrong prend le contrôle manuel. Les ordinateurs surchauffent, des alarmes retentissent. Trop de poussière, trop de rochers. Il faut trouver un endroit sûr. Le cœur bat. L'atmosphère est tendue. Le carburant diminue. Il reste moins de 30 secondes d'autonomie. Et puis, la voix d'Armstrong s'élève, calme, lente. « Houston, ici base de la tranquillité. L'aigle s'est posé. » Sur Terre, un silence de quelques secondes, puis une clameur. Des cris, des larmes, des applaudissements. Le rêve est devenu réalité. 2 hommes sont sur la Lune, mais pour l'instant ils ne sortent pas. Ils vérifient les systèmes, ils se reposent, ils respirent. La sortie extravéhiculaire est prévue quelques heures plus tard. Et lorsque la trappe s'ouvre, lorsque l'échelle se déploie, un moment suspendu surgit. Neil Armstrong descend lentement. Il pose le pied sur le sol gris. La poussière se soulève à peine. Et dans un souffle, il prononce cette phrase. C'est un petit pas pour l'homme, un bond de géant pour l'humanité. Ce n'est pas une envolée lyrique. C'est une vérité simple, profonde, évidente. Buzz Aldrin le rejoint. Ensemble, ils marchent, ils sautillent, ils observent, ils plantent un drapeau, ils prennent des échantillons, ils laissent des instruments scientifiques et sur une plaque métallique, ils laissent ces mots. Nous sommes venus en paix, au nom de toute l'humanité. La gravité est faible, le silence est absolu, le paysage est monochrome, lunaire, étrange, mais leurs gestes sont ceux de la découverte, de l'humilité, de l'émerveillement. Pendant plus de 2 heures, ils explorent, puis ils remontent à bord d'Eagle, fermant la trappe, et se préparent à quitter la Lune. Une partie du module lunaire reste sur place. L'autre décolle dans un fracas silencieux pour rejoindre Michael Collins en orbite. La manœuvre de rendez-vous est précise, millimétrée. Et bientôt les 3 hommes sont de nouveau réunis. Ils sont vivants, ils sont complets, ils sont les premiers. Le voyage de retour commence. Une nouvelle trajectoire, une nouvelle mise à feu, et la Lune peu à peu s'éloigne. Elle reste derrière eux, silencieuse et solitaire. Mais désormais elle n'est plus un mystère. Elle est un souvenir, une page tournée. Le vaisseau Apollo, après avoir quitté la Lune, flotte désormais dans le silence de l'espace, emportant à son bord les 3 hommes que la Terre entière regarde avec admiration. À l'intérieur de la capsule,
L'atmosphère est calme, presque contemplative. Neil Armstrong, Buzz Aldrin et Michael Collins sont réunis à nouveau, assis dans leur siège, attachés, entourés d'instruments familiers, mais rien n'est plus tout à fait pareil. 2 d'entre eux ont foulé un autre monde. Le troisième les a attendus, seul, dans l'ombre lunaire. Tous 3 sont à présent les témoins d'un moment que l'humanité n'oubliera jamais. À travers les hublots, la lune devient plus petite. Elle s'éloigne lentement, majestueusement, comme une île que l'on quitte sans certitude d'y revenir un jour. La terre, elle, réapparaît, elle grossit dans l'obscurité, elle est ronde, éclatante, bleue, vivante. Elle tourne sur elle-même, baignée de lumière, enveloppée de nuages. C'est vers elle que le vaisseau se dirige désormais. Le voyage du retour a commencé. Un voyage de plusieurs jours, suspendu dans le vide. À bord, les journées sont rythmées par des gestes simples. Les astronautes consultent les tableaux de bord, remplissent des formulaires, enregistrent des observations. Ils mangent, boivent, dorment, toujours dans l'espace exigu du module de commande. Il y a peu de place, peu de confort, mais une sérénité profonde. Ils savent qu'ils ont accompli quelque chose de plus grand qu'eux, et dans le silence de leur vaisseau, entre 2 communications avec Houston, ils ont le temps de réfléchir, de regarder par le hublot, de contempler l'univers. À mesure que la Terre approche, la mission se transforme. Ce n'est plus une exploration, c'est un retour. Et ce retour, lui aussi, est une épreuve, car il ne suffit pas d'avoir quitté la Terre. Il faut maintenant y revenir. Pour cela, il faut se détacher du module de service, ne garder que la capsule de commande, petite, conique, recouverte d'un bouclier thermique. Le reste est abandonné, laissé dans l'espace. La capsule, elle, s'oriente avec précision. Son angle d'entrée dans l'atmosphère doit être exact. Trop plat, et elle rebondirait. Trop raide, et elle brûlerait. Le moment arrive. La capsule plonge dans l'atmosphère terrestre à une vitesse fulgurante. L'air s'échauffe. Le frottement devient incandescent. À l'extérieur, la température dépasse les milliers de degrés. À l'intérieur, les astronautes sont secoués, plaqués contre leur siège, entourés d'un grondement sourd. La communication avec la Terre est coupée pendant plusieurs minutes. Ce silence est prévu, mais il est toujours impressionnant. Il rappelle que l'homme, malgré tout son savoir, reste soumis aux forces naturelles. Et puis enfin, le contact est rétabli. La vitesse ralentit. La chaleur diminue. Les parachutes se déploient, l'un après l'autre. D'abord les petits, puis les grands, orange et blanc, gonflés par le vent. Ils freinent la chute, stabilisent la capsule. Et soudain, dans l'immensité de l'océan Pacifique, une tache noire apparaît. Elle descend lentement, bercée par les courants d'air, jusqu'à toucher l'eau dans une éclaboussure douce. Apollo 11 est revenu. Les hommes sont vivants. La mission est un succès. Très vite, les équipes de récupération approchent. Des hélicoptères survolent la zone. Des plongeurs sautent dans l'eau. Ils ouvrent la trappe, aidant les astronautes à sortir. Les visages sont souriants, mais fatigués. Les gestes sont lents, mesurés. Il y a dans leurs regards une paix étrange. Ils viennent de vivre l'impossible. Ils sont les premiers, mais ils savent que ce qu'ils ont accompli dépasse leur propre personne. Ils ont porté le rêve de tous. Une fois à bord du navire de récupération, les astronautes sont conduits dans une unité de quarantaine, car personne ne sait encore s'il existe des formes de vie sur la Lune. La précaution est de mise. Dans une pièce vitrée, ils sont observés, testés, analysés. Les médecins s'assurent de leur santé. Les ingénieurs vérifient les échantillons rapportés.
Tout est soigneusement étiqueté, conservé, étudié. Pendant ce temps, à travers le monde, l'émotion était immense. Les journaux du matin titrent en lettres majuscules, les radios rediffusent les messages, les chaînes de télévision montrent les images du sol lunaire. Des enfants dessinent des fusées dans leurs cahiers, des foules se rassemblent pour parler de ce qu'elles ont vu. Et dans les écoles, les églises, les cafés, les maisons, on prononce les noms d'Armstrong, Aldrin et Collins comme ceux de héros mythiques. Ils ne sont pas seulement les premiers hommes sur la Lune. Ils sont devenus des symboles, des preuves vivantes que l'impossible peut être franchi. Lorsque les astronautes sortent enfin de quarantaine, quelques jours plus tard, ils sont accueillis comme des rois. Une parade est organisée à New York. Des milliers de personnes applaudissent, brandissent des drapeaux, lancent des confettis. Le bruit est assourdissant. Les sourires sont sincères. Le monde entier les célèbre. Et dans les capitales, les chefs d'État saluent l'exploit. Même les nations rivales reconnaissent la grandeur du geste, car ce qui s'est passé sur la Lune appartient à tous. Mais au-delà de la célébration, une autre réflexion s'installe. L'image de la Terre vue de loin, fragile, bleue, unique, touche les consciences. Pour la première fois, l'humanité se voit elle-même depuis l'extérieur, et ce qu'elle voit, c'est une planète petite, suspendue dans le vide, sans frontières visibles, sans division, une planète vivante, mais vulnérable. Ce regard change tout. Il donne naissance à des prises de conscience nouvelles, sur la fragilité de l'environnement, sur l'importance de la paix, sur la nécessité de se rassembler. L'héritage d'Apollo 11 ne se limite pas à l'exploit technologique. Bien sûr, la mission a permis de développer des ordinateurs plus puissants, des matériaux plus résistants, des systèmes de communication plus fiables. Mais son plus grand apport est d'ordre symbolique. Elle a montré que l'humanité, quand elle unit ses efforts, peut dépasser les limites qu'elle croyait infranchissables. Elle a prouvé que la science et l'audace peuvent ouvrir les portes de l'univers. Et elle a semé une graine, celle du rêve spatial. Dans les années qui suivront, d'autres missions Apollo iront sur la Lune, d'autres hommes y marcheront, mais la première fois, celle d'Apollo 11, restera à jamais gravée dans l'histoire. Comme une lumière allumée dans la nuit, comme un souvenir que l'on transmet, comme un conte moderne que l'on se raconte encore, les soirs d'été, en regardant les étoiles. Et pendant que la Terre continue de tourner, que les villes s'allument et s'éteignent, que les enfants grandissent là-bas sur le sol lunaire, les empreintes sont toujours là, figées dans la poussière, silencieuses, intactes, car sur la Lune, il n'y a ni vent, ni pluie, ni courant d'air. Ce que l'homme y laisse peut y rester pour toujours, comme un rappel discret, une trace, un message, un petit pas, pour que jamais le rêve ne s'endorme. Après le retour d'Apollo 11, la Terre n'a plus été la même, pas visiblement. Les océans n'ont pas changé de couleur, les continents n'ont pas bougé, les montagnes n'ont pas grandi. Mais quelque chose de profond, d'invisible, avait basculé. Quelque chose dans le regard des hommes, car pour la première fois, ils avaient quitté leur monde. Pour la première fois, ils avaient marché ailleurs, regardé leur planète de loin et compris dans ce regard à quel point elle était précieuse. Apollo 11 n'a pas seulement été un exploit technique ou une victoire dans la course à l'espace, c'était un miroir, un message, un acte fondateur. Il marquait le moment où l'humanité tout entière avait tendu la main vers l'univers. Dans les semaines qui ont suivi la mission, les journaux du monde entier ont publié des images de la Lune, des visages des astronautes, du module posé dans la poussière grise. Mais l'image qui a le plus marqué les esprits, ce n'était pas celle du drapeau planté ou des pas dans le sol lunaire.
c'était celle de la Terre, suspendue dans le vide noir, petite, bleue, entourée de rien, une bille de lumière dans une immensité obscure. C'est cette image, plus que toute autre, qui allait bouleverser les consciences, car elle montrait notre maison, notre seul refuge, notre unique abri. Vue de là-haut, la terre n'avait plus de frontières, plus de nations, plus de guerre, juste une boule fragile, abritant la vie. Ce changement de perspective allait nourrir bien des réflexions. Dans les écoles, les enfants parlaient des étoiles. Dans les universités, on rêvait d'ingénierie spatiale. Dans les gouvernements, on envisageait des coopérations futures. Et dans les esprits, quelque chose avait été semé, un désir nouveau, une envie d'aller plus loin, de comprendre, d'explorer, de protéger ce que nous avions. Mais l'héritage d'Apollo 11 ne s'est pas limité aux rêves. Il a eu des effets concrets, mesurables. La technologie développée pour envoyer ces hommes sur la Lune a trouvé des applications dans la vie quotidienne. Les ordinateurs miniaturisés pour la capsule allaient ouvrir la voie à l'informatique moderne. Les matériaux résistants à la chaleur allaient servir dans l'aéronautique, la médecine, l'automobile. Les techniques de communication, de calcul, de navigation allaient se diffuser dans tous les secteurs. Chaque invention faite pour l'espace finissait par revenir sur Terre, transformée, adaptée, utile. Mais au-delà de la science, c'est l'humain qui a changé. Les astronautes eux-mêmes en ont parlé, souvent avec des mots simples, presque timides. Ce qu'ils ont vu là-haut, ce n'était pas juste la surface lunaire, c'était l'unité de notre espèce, l'interconnexion de toute vie sur Terre, une sensation de fragilité, mais aussi de beauté, une certitude nouvelle, celle que nous partageons tout le même foyer. Cette prise de conscience allait nourrir les mouvements environnementaux, les discours sur la paix, les idées de solidarité planétaire. Et pourtant, malgré ce moment unique, malgré cette avancée spectaculaire, l'aventure vers la Lune n'allait pas durer. Après Apollo 11, il y eut d'autres missions. D'autres hommes marchèrent sur le sol gris. Apollo 12, Apollo 14, Apollo 15, jusqu'à Apollo 17, la dernière mission habitée vers la Lune, en 1972. Puis, ce fut le silence. Les fusées ne quittèrent plus l'orbite basse. La Lune devint un souvenir, un exploit passé, un rêve suspendu. Les raisons étaient nombreuses. Le coût, d'abord, car envoyer des hommes sur un autre monde coûte cher, très cher. Ensuite, les priorités changèrent, les conflits sur Terre, les crises économiques, les choix politiques. La guerre froide évoluait, et avec elle, les ambitions spatiales se redéfinissaient. On se tourna vers les satellites, les stations orbitales, les sondes automatisées. L'exploration habitée fut mise en pause. Mais le rêve, lui, n'a jamais disparu. Il est resté, dans les livres, dans les documentaires, dans les récits des anciens. Il a nourri une génération entière de scientifiques, d'ingénieurs, de rêveurs. Ceux qui avaient vu la Lune en direct, en noir et blanc, sur des écrans vacillants, ont grandi avec ce souvenir comme un phare. Et même ceux qui n'étaient pas encore nés en ressentaient l'écho. Le bond de géant était devenu un symbole. Au fil des décennies, de nouveaux acteurs sont entrés dans la course spatiale. De nouvelles nations, de nouvelles entreprises. Le rêve s'est élargi. Il est devenu plus global, plus accessible. On a envoyé des robots sur Mars, des sondes vers Jupiter, des télescopes dans l'espace profond. Et dans l'ombre de ces missions automatiques, une question revenait toujours. Quand retournerons-nous sur la Lune ? Dans les années 2000, ce rêve a repris forme. Les agences spatiales ont annoncé de nouveaux projets. Les États-Unis, l'Europe, la Chine, l'Inde, tous ont exprimé l'envie de marcher à nouveau sur la Lune. Cette fois, non pour battre un record, mais pour y rester, y construire des bases, préparer les voyages vers Mars
étudier le sol, l'eau, les radiations, et apprendre à vivre ailleurs, car le prochain grand pas après la Lune, c'est Mars, une planète rouge, froide, lointaine, une planète fascinante, où l'on pourrait un jour installer une présence humaine, mais pour y parvenir, il faut d'abord comprendre la Lune, s'y entraîner, s'y habituer. La Lune redevient alors une étape, un laboratoire naturel, un pont vers l'inconnu, et dans cette nouvelle ère, les noms d'Armstrong, Aldrin et Collins continuent de résonner. Ils sont les pionniers, les éclaireurs, les premiers à avoir osé. Leur voyage est devenu une référence, une leçon, une source d'inspiration. Dans les écoles d'ingénieurs, leurs photos sont affichées. Dans les conférences, leurs mots sont cités. Et dans le cœur des passionnés, ils restent les héros silencieux d'une époque révolue, mais jamais oubliée. Ce qu'Apollo 11 a changé, ce n'est pas seulement la relation de l'homme à l'espace, c'est sa relation à lui-même, à sa planète, à son avenir. Car poser le pied sur un autre monde, c'est aussi apprendre à aimer le sien. C'est comprendre la rareté de ce que nous avons. C'est voir d'en haut les erreurs, les beautés, les potentiels. Et peut-être un jour, dans un futur encore lointain, une autre voix s'élèvera dans un micro grésillant. Une voix d'homme ou de femme, posée, calme, qui dira « Nous sommes arrivés sur Mars. Ce jour-là, on repensera à la Lune, à ce premier pas, à ce moment où tout a commencé, et dans le silence des étoiles, une empreinte restera gravée, celle du tout premier voyage. Celui qui a transformé le rêve en réalité. Si cette histoire vous a plu, pensez à liker, à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines. C'était le Conteur. À bientôt pour de nouvelles histoires.